le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de mars. On va commencer tout de suite avec le premier roman, c'est le 5e et dernier tome des Étoiles de Nocette de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. J'ai vraiment bien aimé ce 5e tome, il clôture vraiment très bien la série. Comme d'habitude, j'avais très hâte de le lire parce qu'à la fin de ces tomes, à chaque fois Sophie Jomain fait vraiment une révélation de fou et du coup j'ai toujours envie de savoir la suite. Là ça n'a pas dérogé à la règle, dans le 4e tome à la fin, excusez-moi, dans le 4e tome à la fin, Anna retrouve Lace qu'elle avait perdu, il avait disparu de la circulation et finalement les retrouvailles ne sont pas aussi heureuses qu'elles auraient dû l'être. Et finalement on va essayer de comprendre pourquoi ce qui s'est passé, où Lace avait disparu, tout plein de questions qu'on avait en tête pour le 4e tome. Donc tout est répondu, on a toutes les réponses dans ce 5e tome, donc on va se concentrer vraiment sur l'histoire d'amour. De toute façon à chaque fois, dans chaque tome, on s'intéresse beaucoup à la relation entre Anna et Lace. Et à côté de ça, Anna comme d'habitude, elle a envie de sauver le monde, elle a envie de mettre les gens qu'elle aime en sécurité. Et malheureusement, elle est obligée de rester auprès de Lace et en même temps... c'est en restant auprès de lui qu'elle va mettre des gens en danger. Anna se sent obligée de rester, elle ne peut pas laisser Lace tout seul. Donc elle va essayer d'aider la communauté pour qu'elle soit prête au maximum à l'attaque qu'ils vont subir à la fin. Enfin, on s'ennuie pas quoi, on a autant la romance que l'action et l'auteur a fait vraiment vivre plein de choses différentes à ses personnages. Et même si au départ de la série je trouvais que c'était assez lisse finalement, que l'auteur ne prenait pas vraiment d'initiative, au fur et à mesure l'univers s'est construit et elle a fait quelque chose d'assez intéressant du point de vue mythologique avec les loups-garous et les anges. Du coup voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Si vous n'avez pas lu cette série, je vous la conseille quand même parce que voilà, comme je disais, c'est plutôt une bonne série du point de vue des personnages aussi bien que de l'univers. C'était un dernier tome intéressant et je lui ai mis 8 sur 10. J'ai aussi lu La Loi du Cœur d'Amy Harmon aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est le premier tome d'un diptyque. Malheureusement j'ai été un peu déçue par ce livre. Je m'attendais pas vraiment à ça, je savais que c'était une romance mais je me suis un petit peu ennuyée, j'ai pas été touchée vraiment. Et puis je sais pas, j'ai pas vraiment su m'attacher au personnage non plus, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. On suit Moïse, un bébé qui a été abandonné par sa mère. Malheureusement, il va passer de famille en famille jusqu'à son adolescence. Personne ne veut vraiment de lui. Il a vraiment une mauvaise réputation. Il va d'école en école, il se fait toujours exclure parce que voilà, à cause de ses comportements. Et jusqu'à ce qu'il arrive chez Georgie, où ses parents tiennent un ranch pour faire de l'équithérapie. Et en espérant que ça l'aide à revenir dans le droit chemin en gros. Et comme vous en doutez, ça va être une relation, du coup une histoire d'amour entre Georgie et Moïse. Dès mon entrée dans l'histoire en fait je l'ai pas senti, tout simplement parce qu'on nous présente Moïse comme un garçon à problème. Et finalement j'ai pas trouvé qu'il ait vraiment de gros problèmes, c'est-à-dire qu'il se comporte vraiment très bien avec Georgie. On voit jamais qu'il se comporte mal avec personne. En fait il y a plein de choses qui vont se passer. Et tout va se retourner contre lui, ils vont tous penser que c'est sa faute, sauf que c'est pas du tout sa faute. On nous le présente comme un personnage du coup horrible et finalement c'est pas le cas. Donc je pensais qu'il y aurait une relation plus antipathique entre Moïse et Georgie et finalement ça n'a pas été le cas. La relation démarre assez bizarrement, Moïse il est assez renfermé, il parle pas, et Georgie elle c'est tout le contraire et elle va se coller un peu à lui. La première partie du livre a été assez molle, j'ai trouvé, il se passait pas grand chose, et la deuxième partie c'est plusieurs années après. Et là ça a été un petit peu différent parce que il s'est passé quelque chose entre temps, donc entre la première partie et la deuxième partie qu'on nous dit pas mais qu'on devine au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui fait je pense l'originalité de ce roman, donc au-delà de cette histoire d'amour, c'est que Moïse a un don particulier, il fait de la peinture et il peint des choses qui sont plutôt bizarres, plutôt étranges. Et du coup ça donne un petit côté spécial à l'histoire, un petit côté à la limite du fantastique. Et donc ça aurait pu être intéressant mais moi j'ai pas trouvé ça vraiment... Enfin par rapport à l'histoire d'amour, la peinture et l'histoire d'amour, voilà les deux choses, il n'y avait pas de recoupement, je sais pas comment dire, c'était un petit peu deux choses totalement à part.
Et du coup j'ai pas trouvé, j'ai pas adhéré plus que ça, malheureusement, mais ça arrive. Je sais pas du coup si ça vient de la plume de l'auteur ou si c'est ce roman-là en particulier qui est moins bon que les autres, parce que j'ai entendu pas mal de bien quand même de cet auteur, et notamment de Nos Faces Cachées. Je pense qu'il a fait quand même pas mal parler de lui sur la blogo, sur YouTube et partout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu celui-là, ce que vous en avez pensé par rapport à Nos Faces Cachées. Si vous avez lu les deux, voilà, pour me faire un petit topo, parce que je sais pas du coup si c'est à cause de l'auteur ou si c'est plus à cause du livre en lui-même. Donc je lui ai mis 6 sur 10. J'ai aussi lu Heartless de Marissa Meyer, qui est aux éditions Pocket Jeunesse. Marissa Meyer qui est l'auteur des Chroniques lunaires. J'ai lu le premier tome mais j'ai pas continué. Pourtant j'ai vraiment aimé le premier tome. Ça raconte l'histoire de la Reine de Cœur. Donc on est dans une sorte de réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. C'est l'histoire de Catherine qui est la fille d'un marquis et d'une marquise. Et donc elle fait partie plutôt de la noblesse. Le problème c'est qu'elle a envie de devenir pâtissière, elle a envie d'ouvrir sa propre pâtisserie, elle adore les gâteaux et malheureusement c'est pas trop compatible avec son statut social. En plus elle va apprendre assez rapidement que le roi va lui demander sa main, qui voudrait se marier avec elle du coup. Et le marquis et la marquise sont au courant depuis pas mal de temps et bien sûr eux ils veulent qu'elle accepte. Et elle a d'autres projets en tête. Malheureusement, comme vous savez, elle va finir Reine de Cœur. Mais disons que tout au long du roman, elle va essayer d'éviter ça, elle va essayer d'éviter le roi. En plus, assez rapidement aussi dans le roman, on va rencontrer un personnage dont Catherine va tomber amoureuse. Et forcément, ça va compliquer les choses encore plus. C'est essentiellement autour de cette histoire d'amour impossible que va tourner l'histoire. Tout au long du roman, elle va tendre vers ce rêve de devenir propriétaire de sa propre pâtisserie, de sa propre boutique, et de se marier avec la personne qu'elle aime. Et finalement, à la fin, il y a un gros revirement de situation dans les 20 dernières pages, quelque chose comme ça. Et du coup, on se rend compte que tout ce qu'elle avait mis en place avant, toute sa gaieté, toutes ses envies et tout ça sont complètement détruites. Et elle change du tout au tout, elle devient complètement différente. Et c'est là où on voit la Reine de Cœur, la future Reine de Cœur. Et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant et j'étais complètement surprise et choquée de ce qui s'était passé. Et je trouve ça vraiment très triste aussi en même temps, et ça nous montre un petit peu la réalité de notre vie, qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut tout le temps. Et voilà, j'étais un peu dégoûtée en refermant ce livre, je dois dire. Et il y avait pas mal d'actions, même si on se concentre surtout sur l'histoire d'amour, il y avait pas mal d'actions et il y a certaines petites choses qui s'ajoutent à cet édifice, il y a une petite enquête. Donc j'ai vraiment apprécié et je lui ai mis 8 sur 10. Pour finir avec les romans, j'ai lu le 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc La Mémoire de Babel aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré ce 3e tome, encore mieux que le 2e. Peut-être parce que j'étais plus réceptive, je sais pas, j'ai un petit peu, en fait, j'adore cette histoire mais j'ai un petit peu de mal à me mettre dans le bain, à me mettre dans l'univers parce qu'il est assez compliqué, assez complexe, très recherché avec des choses un petit peu farfelues qui sont assez éloignées de notre réalité finalement, et donc j'ai un petit peu de mal à intégrer tout ça et il faut vraiment que je me concentre en fait pour rentrer dans l'univers. Et avec ce 3e tome, j'ai eu plus de facilité, je sais pas si j'ai vraiment eu plus de facilité, mais en tout cas j'étais peut-être dans une période où j'avais envie de lire ce genre de livre, et donc ma lecture s'est mieux passée qu'avec le 2e tome, même si le 2e tome je l'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Dans le 2e tome justement, à la fin, Thorne avait disparu, et donc dans ce 3e tome, Ophélie va partir à sa recherche. Ophélie va arriver sur Babel, qui est une nouvelle arche qu'on découvre en même temps qu'elle. Au début c'est un petit peu compliqué, elle est perdue, tout ça, elle rencontre rapidement des personnages qui vont l'aider, et puis elle va donc essayer de trouver Thorne avec les indices qu'il a laissés plus ou moins derrière lui. Ophélie va participer à une campagne de recrutement pour les futures élites de la société de Babel, et donc elle veut vraiment intégrer ce cursus de formation, et finalement elle va y arriver et tout ça, enfin bref, il va se passer pas mal de choses, et comme d'habitude dans cette série, je suis vraiment surprise par tout ce qui s'y passe, que ce soit au niveau de l'univers, il y a toujours des choses farfelues, de tarabiscotés, des choses... on se demande d'où ça sort, mais en tout cas dans mon imagination,
J'ai du mal déjà à imaginer, à me représenter ce que c'est, alors je sais pas d'où Christelle Davos tient ses idées, mais c'est des idées complètement folles. On est comme Ophélie, on a envie d'en savoir plus sur cet univers, sur cette nouvelle arche. On la suit, on essaye de découvrir, donc c'est toujours un peu sous forme d'enquête, comme elle essaye à la fois de trouver Thorne, de trouver des informations sur le livre de Farouk, sur sa mémoire, tout ça. Bref, il y a plein de choses qui s'entrecroisent. En tout cas, c'est pour vous dire que l'auteur fait vraiment un univers fantastique. Les personnages, à chaque fois qu'on en rencontre des nouveaux, et il y en a à chaque fois dans chaque nouveau tome, et ben à chaque fois, je trouve qu'elle arrive à leur donner une teinte, une personnalité particulière. Et j'adore ça tout simplement. Il y a toujours des surprises à chaque page qu'on tourne, c'est vraiment fantastique. Moi je sais pas comment décrire cette sensation. L'auteur distille un petit peu des informations par-ci par-là qui nous seront utiles pour le tome prochain. Et du coup j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le prochain tome. Donc voilà, j'ai adoré et je lui ai mis 10 sur 10 quoi. On va passer maintenant à la partie manga. Je vais d'abord vous parler du manga Au-delà de l'apparence, donc des 2 premiers tomes que j'ai lus, de Fumi et Akuta je crois bien, aux éditions Kana. J'ai posté la vidéo présentation, donc si vous voulez aller la voir, là je vais vraiment vous faire quelque chose de succinct. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est construit une fausse personnalité depuis qu'elle est toute petite parce qu'elle a peur des autres, elle a peur que les autres la rejettent en étant elle-même. Donc elle s'est créée une fausse personnalité, une jeune fille douce, gentille, attentionnée, vraiment ce que tout le monde aime. Elle ne parle pas trop fort, elle est toujours serviable, enfin bref, vraiment la fille parfaite quoi. Et du coup autant les filles que les garçons l'apprécient jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui va se montrer plutôt froid avec elle. Et forcément ça va l'attirer puisque elle va se demander pourquoi est-ce qu'il ne me traite pas comme les autres gens me traitent d'habitude, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Et finalement ce garçon va lui dire très clairement qu'elle a un masque et qu'il n'aime pas les gens faux. Donc ça va complètement la décomposer, elle va se dire mais je comprends pas, ça a toujours marché, bon. Et puis finalement elle se rend compte que c'est plus vraiment ce qu'elle veut, elle se sent mal dans sa peau en jouant la comédie, donc voilà, il va falloir qu'elle se reconstruise un petit peu. C'est dans cette optique là que commence le manga, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois cette attirance pour ce garçon là, donc un début de romance, et de l'autre côté une envie de se reconstruire, et cette reconstruction va passer aussi par l'art. Et l'art est très présent dans ce manga et c'est assez intéressant à suivre. J'ai pas eu le coup de cœur que j'attendais parce que souvent les mangas chez Kana m'intéressent beaucoup et je trouve qu'ils ont quelque chose un petit peu en plus, comme chez Akata, même si c'est pas exactement la même chose, mais j'aime beaucoup les mangas de Kana. Et là je sais pas, j'ai bien accroché, mais c'est pas, il me manquait quelque chose un peu. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Close to Heaven de Rin Mikimoto aux éditions Pika. On retrouve Yabe, qui est le meilleur ami de Kira. Et finalement, on voit qu'il s'intéresse un petit peu à Ninon. Ninon donc a vraiment des sentiments pour Kira et du coup ça commence à un petit peu déborder jusqu'à ce qu'elle dise ouvertement à Kira ce qu'elle pense de lui. J'ai aussi lu le dernier tome de Please Love Me de Aya Nakahara aux éditions Delcourt Tonkam, qui est donc le 10e tome. J'ai fait aussi la vidéo review si vous voulez aller la voir. Ce 10e tome, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à ça tout simplement. Je trouve que la fin est un petit peu envoyée, expédiée. Et je suis un petit peu déçue de pas avoir vu les 2 personnages vraiment évoluer petit à petit. Et pour finir, j'ai commencé une nouvelle série qui est Banal à tout prix, donc j'ai aussi posté la vidéo présentation il y a très peu de temps. Donc Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. C'est l'histoire de Koiko qui est une jeune fille qui pense qu'être banale, qu'être dans la norme, qu'être ordinaire, ça lui permettra d'atteindre le bonheur. Et elle a fait tout. Elle a envie de vivre une histoire d'amour normale, donc elle a un petit copain normal. Et comme toutes les filles normales de son lycée, elle vit une histoire normale, bref. Sauf que on voit que elle n'est pas épanouie, elle est un petit peu un robot, on sent qu'elle a pas de sentiments en fait. Et quand Tsurugi va rentrer dans sa vie, ça va complètement changer les choses. Et au début, forcément, Koiko va le repousser parce que elle a pas envie de le voir. C'est le mec le
le plus connu du lycée, le plus populaire, donc forcément ça va emmener que des embrouilles dans sa vie. Et malheureusement les choses vont faire qu'ils vont devoir se voir plusieurs fois, qu'ils vont se côtoyer, et forcément il va y avoir un certain lien quoi entre eux. Et c'est ce lien qui commence à naître dans ces 2 premiers tomes et qui est super intéressant à voir. Les personnages sont mignons et la relation évolue doucement. Je sais pas, il y a une certaine atmosphère que j'adore dans ce petit shoujo. Du coup c'en est fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou un de ces mangas et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!